Alors, je suis Antoine de Fonréau, je suis journaliste et je suis vice-consul de Patagonie. Donc un titre très honorifique, mais très important. Alors je vais commencer par vous dire Mari-Mari, ce qui veut dire en Mapudungun, la langue des Mapuches, ce qui veut dire bonjour. Rassurez-vous, je m'arrêterai là, c'est tout ce que je sais. Donc ce soir avec François Lequillet, nous vous invitons à un grand voyage, donc de l'autre côté des océans, en Amérique du Sud, dans le cône de l'Amérique du Sud, au Chili, en Argentine, en Patagonie, en Araucanie. On va vous faire découvrir la vie de deux personnages de roman, Antoine de Tounins, qui est un petit avoué périgourdin qui deviendra roi d'Araucanie de Patagonie. Je précise tout de suite que c'est une histoire vraie, hein, parce que ça peut paraître fou, mais c'est une histoire vraie. Et puis l'histoire d'Émile Dérault, qui est un explorateur, un journaliste de la fin du 19e, début 20e, et qui a eu 1000 vies, et aujourd'hui une ville en Argentine porte son nom. Vous découvrirez aussi, grâce à François, l'extraordinaire histoire de Locoma, qui est une petite princesse patagone, fille d'un cacique mapuche, donc un chef indien, qui a été adoptée en 1880 par l'ambassadeur de France en Argentine, qui deviendra par son mariage comtesse Michel d'Anneville et qui s'éteindra loin de son pays d'origine en terre normande. Voilà, j'espère que cette soirée sera porteuse d'aventures et surtout de rêves. Donc allons-y, et comme nous sommes dans cette bonne ville de Versailles, ville royale, on va commencer par un roi, donc on va commencer par Antoine de Tounins. Donc Antoine de Tounins, ici. On va planter le décor. Donc l'Araucanie, donc aux confins de l'Amérique du Sud, du côté du Chili et de l'Argentine, se trouvent l'Araucanie et la Patagonie. L'Araucanie est une étroite bande de terre de 120 km de large sur 600 km de long. Elle s'étend du Pacifique à la cordillère des Andes. Sa superficie est de près de 30 000 km². Elle est ceinturée par le fleuve Biobío au nord, l'Argentine à l'est et par la région des fleuves au sud. C'est un territoire agricole et d'élevage avec de grandes forêts et au sous-sol riche, mais pas exploité à l'époque d'Antoine. La Patagonie, le Grand Sud, occupe quant à elle toute la partie méridionale de l'Amérique du Sud. Elle est partagée entre une partie chilienne à l'ouest et une partie argentine à l'est, soit près de 1 million de km². Elle mesure 2 fois la France pour 100 fois moins d'habitants. C'est essentiellement le pays de la pampa et de l'élevage, mais aussi plus au sud, celui des glaciers et des forêts primaires. Depuis l'aube des temps, ces deux territoires, sans avoir stricto sensu le statut d'État, ont toujours été autonomes et libres de toute autorité. Une liberté chèrement défendue face aux envahisseurs incas, ces terribles guerriers jusque-là invaincus, et plus tard face aux conquistadors, des Wincas, les Blancs. À chaque fois, les deux ennemis ont été repoussés. Les Mapuches, ce qui veut dire les gens de la terre, qui ici ils sont un peuple de paysans et de pêcheurs, n'en sont pas moins de redoutables guerriers. Ils sont d'ailleurs le seul peuple amérindien à avoir vaincu les Incas, ce qui n'est pas rien. Après des années de lutte incessante marquées par des nombreuses défaites infligées par les Mapuches, fatigués par cette résistance héroïque des Araucans, le royaume d'Espagne, représenté par une vice-royauté en Amérique du Sud, finira par signer plusieurs traités diplomatiques garantissant aux Mapuches une pleine et totale indépendance, en deçà d'une frontière établie entre eux. Cette frontera avait comme trait naturel le fleuve Biobío, séparant l'Araucanie autonome du pays conquis sous domination espagnole. Un représentant araucan est même installé à Santiago. L'affaire semble entendue, chacun chez soi, sauf que cela durera seulement jusqu'au départ des Espagnols du Chili en 1818. La toute nouvelle République chilienne, comme sa voisine argentine, choisit alors d'ignorer tranquillement mais superbement les traités. Les incursions au territoire mapuche et patagon se multiplient. En 1859, la presse chilienne se déchaîne. Il faut exproprier les Araucaniens que nous n'avons jamais pu soumettre et s'approprier leur riche territoire. Des colons sont envoyés pour occuper le terrain. Les Indiens répliquent en pillant et détruisant les établissements tout juste fondés. Rien n'y fait. Les deux républiques poursuivent leur colonisation larvée.
des fortins militaires sont installés pour aider et veiller à l'installation des colons. À Santiago et à Buenos Aires, on dresse des plans de conquête, la conquête du désert, et d'occupation. On masse des troupes à la frontière. Patagons et Araucans résistent, avec à la tête des différentes tribus des caciques, des chefs, bien décidés à défendre leur territoire. Donc, à ce stade de l'histoire, il faut bien avoir en tête que le Chili et l'Argentine n'ont aucun droit sur l'Araucanie et la Patagonie. C'est très important pour la suite de l'histoire. Antoine n'a violé aucune loi chilienne ni argentine qui sont inconnues et il n'y a appliqué un territoire mapuche. Pourquoi vouloir conquérir un territoire s'il n'était déjà sous sa main? Le gouvernement chilien parle de frontières entre le Chili et l'Araucanie. Ces limites ne signifient-elles pas que là s'arrête le Chili? Rappelle régulièrement l'ancien juriste Antoine de Tunens dans ses nombreux plaidoyers. Mais n'allons pas trop vite en besogne, revenons à Antoine, à sa vie. Le 12 mai 1825 est né au village de la Chaise, commune de Chourniac, un enfant de sexe masculin auquel ont été donnés le nom et prénom de Tunens Antoine, fils de Jean Tunens et de Catherine Jardon, cultivateur au dit village. Est-il écrit sur les registres de la commune, si vous arrivez à lire là-haut. Antoine est le 9e enfant d'une famille de 10, 5 garçons, 5 filles. La famille Tunens est celle de paysans relativement aisés, ayant du bien. On voit sa maison ici. Selon la tradition familiale, elle descendrait d'un sénateur gallo-romain et de famille notable du Périgord. Une notabilité, une noblesse oubliée que s'empressera de relever plus tard Antoine en obtenant de la cour d'appel de Bordeaux que soit ajoutée à son patronyme la particule perdue il y a 2 générations après des revers de fortune. Parce qu'il est vif et curieux, ses parents décident de lui donner de l'instruction. D'abord à Chourniac, il aura comme professeur un ancien sous-officier de la Grande Armée. Avec un tel professeur, nul doute que gloire, grandeur et épopée du petit caporal ont résonné aux oreilles d'Antoine. Les récits de voyage sont aussi ses compagnons de route. Antoine poursuit ses études à Périgueux, au Collège Royal. Son bachot en poche, dégagé de ses obligations militaires pour maladie, il choisit une carrière juridique. Jeune clerc de notaire à Périgueux, il finit par racheter l'étude dans laquelle il travaille, mais Antoine a déjà la tête ailleurs. Depuis notre extrême jeunesse, écrira-t-il plus tard, nos yeux s'étaient fixés sans pouvoir s'en détacher sur cette partie de l'Amérique du Sud qui porte le nom d'Araucanie et de Patagonie. Antoine rêve de gloire et d'aventure. Il déclare aussi vouloir rendre un peu de grandeur à la France depuis la perte de la Louisiane et du Canada. À 33 ans, il vend son étude, une affaire florissante, même s'il s'en occupait peu, et s'embarque depuis l'Angleterre pour l'Araucanie. Nous sommes en 1858. Pour subvenir à ses frais et dépenses multiples, sa famille, encouragée par Antoine, emprunte de l'argent aux banques. Cet emprunt conduira plus tard sa famille à la ruine. Entre-temps, Maître Tunens est devenu le prince Aurélie Antoine de Tunens. On voit sa carte, sa signature. La carte est tirée des archives de la police à Paris. À Périgueux, il a également intégré la loge maçonnique de la ville, les Amis Persévérants et l'Étoile de Vaisonne, qui l'aidera peu et pas longtemps dans ses projets. En ces années 1858-1860, en Araucanie et en Patagonie, la colonisation sournoise du Chili et de l'Argentine ne cesse point. Elle se renforce même, suscitant la colère des Indiens. Toujours à la même époque, le grand cacique Manil, le grand chef Manil, rêve alors d'un guerrier blanc et barbu qui serait un roi et qui viendrait les sauver. De cet homme dépend leur salut, annonce-t-il juste avant de mourir. Alors, il faut savoir que chez les Araucans, les songes ont une importance primordiale et que quand on rêve, c'est que l'on reçoit un message. Alors, heureux hasard, pas vraiment. Si on pense comme des Blancs, c'est un concours de circonstances incroyables. Mais si on pense comme des Mapuches, cela devrait arriver ainsi. C'était écrit, résume Jean-François Garrett, un ami de la Rotonu, qui est un des grands connaisseurs du roi et qui est auteur d'une importante biographie réalisée à partir des archives chiliennes. Un blanc était attendu, Antoine est arrivé. Le 28 août 1858, lorsqu'il débarque au Chili à Coquimbo, à 400 km du sud de Santiago, pour être précis, et avant de prendre le chemin de l'Araucanie,
Antoine retrouve de nombreux compatriotes qui ont quitté le sud-ouest pour fuir la misère et se créer une nouvelle vie. Il apprend le castillan et cherche lui aussi à faire fortune et pense à se lancer d'abord en politique, sans grand espoir. Son esprit foisonne d'idées, lignes de chemin de fer, de bateaux, courses hippiques, création d'un journal. Aucune ne voit le jour. Avec les recommandations de ses frères maçons de Périgueux, il est introduit auprès des loges maçonniques locales. À cette époque, l'idée à la mode dans les loges, c'était de fédérer les nouvelles républiques d'Amérique du Sud pour créer une sorte d'États-Unis d'Amérique latine. Mais en pleine guerre chilienne, il est difficile de s'imposer. Antoine, avec un goût certain pour l'aventure, mais aussi pour aider, dit-il à ses amis, cherche un nouveau projet dans lequel s'investir. C'est à cette période qu'il entend donc parler de la légende de l'homme blanc. C'est pour lui. De l'autre côté, sa présence se répand au même moment chez les Indiens. Il se dit qu'un blanc veut se mettre à leur tête et les unir contre les Chiliens. D'abord méfiants, les Mapuches et l'un de leurs chefs, Quiapan, fils de Manille, dont j'ai parlé tout à l'heure, décident de miser finalement sur ce Wincar blanc qui leur promet une aide matérielle et militaire. Antoine de Tounens, qui a réussi à fédérer autour de lui plusieurs tribus indiennes, est intronisé Toki, c'est-à-dire chef de guerre et chef politique, maître du vent et terreur des démons. Le 17 novembre 1860, Antoine signe son premier décret royal. Nous, prince Aurélie-Antoine de Tounens, considérant que l'Araucanie ne dépend d'aucun autre État, qu'elle est divisée par tribus et qu'un gouvernement central est réclamé par l'intérêt particulier aussi bien que dans l'intérêt général, décrétons ce qui suit. Article 1er. Une monarchie constitutionnelle et héréditaire est fondée en Araucanie. Le prince Aurélie-Antoine de Tounens est nommé roi. Viva el Rey, hurlent ces nouveaux sujets sur leurs chevaux, lancés au grand galop dans une ronde infernale. Là, on ne la voit pas, la ronde, mais... Si Antoine choisit comme forme de gouvernement un royaume plutôt qu'une république, qui était plutôt à la mode en Amérique latine, c'est, dit-il, parce qu'une république aurait évoqué le Chili, pour lequel les Araucans avaient de l'aversion. Fin communicant et stratège, le roi adresse dans la foulée un courrier au président chilien pour lui annoncer son avènement au trône que nous venons de fonder en Araucanie. Son idée, proposer la paix au Chili pour développer des liens d'amitié et des liens économiques. En parallèle, il écrit à l'empereur Napoléon III pour solliciter son aide. Son premier décret est aussi publié dans El Mercurio, un journal imprimé à Valparaiso. Mais loin de reconnaître le royaume, il s'agit plutôt de se moquer de ce fou qui se prétend roi. Un article qui ne sera que le premier d'une interminable série. Ce même 17 novembre, l'ancien juriste délivre à ses sujets une constitution largement inspirée de celle de la Deuxième République française. Tout y est minutieusement décrit. La forme du gouvernement, le rôle des ministres, du Parlement, des corps constitués. Un texte juridique sur lequel il estime pouvoir s'appuyer pour soutenir les prétentions araucanes qui, rappelons-le, ont signé en près de 3 siècles plus d'une trentaine de traités garantissant leur autonomie. Mais qu'importe si peu de ces sujets savent lire et écrire. Il dote également son royaume d'un drapeau bleu-blanc-vert. 3 jours plus tard, nouveau décret royal, considérant que les indigènes de Patagonie ont les mêmes droits et intérêts que les Araucaniens et qu'ils déclarent vouloir s'unir à eux pour ne former qu'une seule nation, sous notre gouvernement monarchique constitutionnel, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit. Article 1er. La Patagonie est réunie dès aujourd'hui à notre royaume d'Araucanie et en fait partie intégrante. De tout ça, on peut déduire que tout a été minutieusement préparé. Les textes, les drapeaux, la Constitution. On ne peut pas imaginer que cela sorte d'un seul esprit tourmenté. Même si Antoine règne sur l'Araucanie-Patagonie, précisons cependant qu'à aucun moment Antoine de Tounens ne s'est proclamé roi. Il a été proclamé roi par un parlement d'Indiens, une grande assemblée regroupant plusieurs tribus et des milliers de Mapuches. Jamais il n'aurait pu en être autrement. Selon les coutumes Mapuches, on ne peut pas s'imposer comme chef, c'est la communauté qui décide, qui choisit son chef. Alors au Chili, après avoir bien ri de ce roi de carnaval, on commence à s'inquiéter. Les récits des témoins de l'époque que l'on retrouve dans les archives chiliennes,
évoque bien ce blanc qui, à la tête des Mapuches, mène des escarmouches ici et là. Un témoin, un Chilien qu'on ne peut pas accuser de complaisance, assurera lors du prochain procès d'Antoine qu'il est certain qu'en Araucanie, tout le monde le reconnaît pour roi et qu'on parle de lui, qu'il est venu du ciel. À la tête des guerriers Mapuches, Antoine organise la résistance et inflige des revers à la République chilienne. Il devient gênant. Après un passage par Valparaiso pour y prendre des nouvelles d'Europe qui n'arrivent pas, espérant sans doute un soutien de Napoléon III, Antoine entend dire que les Chiliens préparent une vaste offensive. Il décide de prévenir son peuple. En compagnie d'un interprète et d'un guide, il part au grand galop vers l'Araucanie. Mais son guide, Rosales, qui l'accompagne, est un espion à la solde des Chiliens. Trahi, il tombe dans un guet-apens. La présence de marchands de passage lui sauve probablement la vie. Il aurait dû être exécuté par les soldats venus le cueillir, mais qui renoncent face à la présence de témoins. Nous sommes en janvier 1862. Il est arrêté, emmené à Nacimiento où il sera enfermé. Interrogé par ses geôliers, il proteste de son innocence et de son bon droit. Antoine ne sait de rien, il est le roi. Qu'à cela ne tienne, on le jette au cachot, en espérant qu'il y meure à petit feu. Il y reste 9 longs mois. Affaibli, malade de dysenterie, il finit par rédiger son testament politique. La justice militaire et la justice civile se renvoient le prisonnier, ne sachant quoi faire de ce Français qui semble avoir des appuis haut placés. Lors de son procès, Antoine se défend pied à pied, réfute les arguments chiliens, le traitant d'aventurier de corsaire et désireux d'en faire un exemple. Il n'en démord pas, il a été légitimement proclamé roi d'Araucanie et de Patagonie. Le Chili n'a jamais eu aucun droit sur ces deux pays, ni par conquête, ni par soumission volontaire. Ces lois y ont toujours été méconnues, donc je ne pouvais les violer ni directement, ni indirectement, s'époumote-t-il face à ses juges. Les Chiliens cherchent alors une deuxième façon de se débarrasser de lui, à le faire passer pour fou. Comment un homme blanc aurait-il pu prendre la tête de ces guerriers mapuches qui haïssent les Winkas? Cela n'est pas possible. Seul un affabulateur peut raconter cela. Pourtant, les médecins chiliens, quand on a dépêché sur place, attestent qu'il n'est pas fou. Finalement, la justice excédée et sur ordre du ministre des Affaires étrangères chilien, le remet aux autorités françaises, représentées par le consul général de France, Henri de Gazotte. Il est probable qu'à ce moment-là, une haute intervention française ait facilité cette issue. On pense qu'il s'agit de Pierre Magne, un périgourdin qu'Antoine a bien connu au pays et qui était à l'époque un ministre influent de Napoléon III. En France, le roi repart en campagne. Il a été rapatrié en France sur un bâtiment de guerre de la marine impériale. En France, le roi repart en campagne. Sans le sou, il cherche d'abord des fonds et des appuis. Antoine est un communicant, il fait le tour des journaux, qui se moquent du roi, écrit à l'empereur, au ministre, au Sénat, à l'Assemblée. Il publie un livre, vend titres et médailles, mais l'époque ne lui est pas propice. Napoléon III est embourbé dans l'affaire Malembranché du Mexique. Le temps passe, cela fait déjà 7 ans qu'il a quitté ses peuples. À force d'obstination et de belles paroles, il finit par trouver un petit avocat, Clochu, qui, alléché par des promesses de fortune, va investir dans le rêve d'Antoine. Les voilà partis. Donc là, on voit le livre, différents livres, les monnaies qu'il a éditées, les décorations qu'il délivrait, avec l'ordre royal. Après avoir débarqué à Buenos Aires, il semblerait que les deux compères aient pris place à bord d'un navire de la marine impériale, le d'Entrecasteaux, qui aurait pu les déposer sur les côtes araucanes. Du moins, c'est ce que certains auteurs pensent pouvoir affirmer. Ce qui est par contre certain, c'est que lorsque le roi est en Araucanie, difficile de savoir d'ailleurs comment il est arrivé aussi vite de Valparaiso en Araucanie, la frégate française croise au large des côtes du royaume. Le roi aurait-il pu bénéficier d'un appui impérial si l'affaire avait été mieux embarquée? Rien ne permet de l'affirmer, mais on peut le supposer. Dans les tribus, l'accueil est triomphal. Il est accueilli comme un libérateur, écrit l'armée chilienne, toujours dans les archives chiliennes. Les Mapuches ne l'ont pas
qu'on l'a dit mort, encore un signe. Son retour va galvaniser les guerriers qui vont alors mener 2 ans durant une guerre d'usure contre l'ennemi chilien avec à leur tête le roi. Pour les Chiliens, c'en est trop. Il est plus que temps d'en finir avec ce bandit et avec la conquête de l'Araucanie. Ils mettent sa tête à prix et poussent les Indiens à leur livrer l'aventurier Aurélie-Antoine qui se prétend roi. La pression militaire se fait plus forte encore, et le d'Entrecasteaux a quitté la zone. Le roi, isolé et redoutant une nouvelle trahison, doit se résoudre à rentrer en France. Nous sommes en 1871. La France a été battue par l'Allemagne. L'empereur est défait. La jeune République se moque bien de ce prétendu roi qui n'a plus un sou en poche, encore une fois. Les journaux se moquent de lui. Réfugié à Marseille, il fonde 2 journaux, Les Pendus, qui sera suivi de La Couronne d'Acier, dans lesquels il promeut non seulement une souscription, toujours en quête d'argent, mais aussi une petite annonce matrimoniale, épître d'amour aux demoiselles à marier, dans lequel, très tranquillement, il lance un appel aux jeunes filles désireuses de donner le jour à un futur prince. L'article maladroit fera bien rire, l'affaire en restera là, et le roi célibataire. Plochu, qui est toujours en Araucanie, l'avocat qui l'avait accompagné à ses débuts, a des rêves de grandeur et de pouvoir. Il prend la place du roi, il est plus que temps pour Antoine de retrouver son trône. Des banquiers acceptent de l'aider financièrement et envoient avec lui 2 émissaires. Le séjour en Araucanie sera de courte durée, très courte durée même, puisque malheureusement, à peine débarqué, Antoine qui voyage sous un nom d'emprunt est démasqué, envoyé en prison pour quelques mois, puis expédié manu militari en France. 3e retour en France, ou plutôt en Grande-Bretagne pour une année, histoire de fuir ses créanciers. À Paris, il survit avec très peu, vend encore, et toujours, titres et décorations, avec l'aide d'Achille Laviard, un ami dont on parlera plus tard. L'argent qu'il lui prête est investi dans son ultime voyage en Patagonie. Nous sommes au début 1876, il est en Patagonie. Il cherche à obtenir du gouvernement argentin, ses prétentions sont réduites, mais il cherche à obtenir du gouvernement argentin une concession sur l'île de Choel-Choel, sur le Rio Negro. Selon certains auteurs, il propose même d'être négociateur entre les Patagons et les Argentins. Tombé gravement malade, il est opéré à Buenos Aires avant d'être rapatrié en France. À Bordeaux, l'archevêque le prend en pitié et lui apporte son aide. Il se retire à Tourtoirac chez son neveu Adrien. Il meurt le 17 septembre 1878, à 53 ans, muni des sacrements de l'Église, puisqu'entre-temps il avait renié la franc-maçonnerie et avait demandé à être relevé de son excommunication, l'excommunication qui frappe les francs-maçons. Dans les registres d'état civil de la commune, il est écrit « Acte de décès de Antoine de Tounens, ex-roi d'Araucanie et de Patagonie ». C'est un document officiel. Ultime hommage posthume à celui qui a régné 18 années. Il a passé dans son royaume près de 80 mois, en 4 périodes, dont 14 mois en prison et 3 mois à l'hôpital. En 1937, le maire de Tourtoirac, sans doute bien inspiré, retrouve la mémoire et se souvient de cet habitant célèbre. Il lui fait ériger une sépulture avec une pierre tombale sur laquelle est gravé « Ici repose de Tounens Antoine Aurélie Ier, roi d'Araucanie de Patagonie, décédé à Tourtoirac le 17 septembre 1878. » On voit ici, mais aujourd'hui elles ne sont plus dans cet état. La légende veut que le tailleur de pierre, peu habitué à sculpter des couronnes royales, se serait inspiré de celle du roi de cœur des jeux de cartes. Antoine de Tounens aurait-il pu réussir et implanter durablement un royaume en Amérique du Sud? Pas impossible, si et seulement si. S'il avait été plus soutenu humainement et financièrement, moins moqué, et si on avait cru un peu plus en lui. Tout cela fait beaucoup de si, et puis la période n'était pas la bonne. L'affaire mexicaine n'a sans doute pas aidé. Mais au fond, est-ce là ce qui compte? S'il avait gagné son pari, l'histoire aurait sans doute été moins belle à raconter. L'histoire n'est pas tout à fait achevée et l'on pourrait poursuivre avec un « Le roi est mort, vive le roi ». Après Antoine de Tounens, son œuvre, son royaume ont survécu de différentes façons et à des degrés divers. D'un point de vue historique et successoral, il existe toujours en 2024 un prince d'Araucanie, le 8e depuis la mort d'Antoine. Je salue d'ailleurs Philippe Delorme, Philippe II, historien et confrère, qui est prince émérite d'Araucanie,
qui nous fait la joie et l'amitié d'être présent. J'en profite aussi pour saluer, mais je ne les connais pas, mais je pense qu'il y en a des Patagons, des compatriotes Patagons. Donc, succession. Premier successeur, Achille Lavergne, dont je vous ai parlé, qui avait investi de l'argent dans l'histoire d'Antoine, qui était un ami et secrétaire du roi. Il coiffe la couronne en 1882, donc soit 3 ans et demi après le décès d'Aurélie-Antoine. Antoine l'avait désigné comme successeur par testament. Achilles Ier, c'est son nom de souverain, fait campagne pour le royaume, cherche des fonds, décerne lui aussi titres et médailles. À Paris, on peut lui demander audience chez lui, place du trône, sans rire, mais surtout au Chat Noir, ce cabaret Montmartrois à la mode, où en échange d'un ou plusieurs vers, vous pouviez être épinglé et titré. Achille meurt à Paris le 16 mars 1902, il est inhumé à Reims. Sa dépouille et celle de sa femme seront transférées à Tourtoirac en 1976. Il repose désormais aux côtés du premier roi d'Araucanie. Sans héritier ni testament, sa succession n'en est pas moins assurée. Un de ses amis, Antoine-Hippolyte Cros, un des célèbres frères Cros, hérite de la couronne. Il se murmure, ceci dit, que Achille lui aurait transmis sa couronne à l'issue d'une soirée mémorable au Chat Noir et d'une partie de cartes perdues. Antoine II n'aura régné qu'un an. Lui succède sa fille Laure-Thérèse Cros, épouse Bernard, sous le nom de Laure-Thérèse Ier. Puis c'est au tour de son fils, Jacques-Antoine Bernard, directeur du Mercure de France, qui se désintéresse peu à peu du royaume, qui sombre alors dans l'oubli. L'Araucanie-Patagonie trouve son nouvel élan avec l'arrivée en 1951 de Philippe Boiry, un journaliste qui obtient de Jacques-Antoine son abdication. Philippe Ier sera le seul à se rendre au Chili et à rencontrer les peuples qui avaient proclamé roi Antoine de Tounas. Sa succession est ensuite assurée par Antoine IV, Frédéric Ier, destitué, puis remplacé par Philippe II, puis par une régence qui est en cours aujourd'hui. Voilà rapidement pour la succession dite légitime du roi. À vous de croire ou de ne pas croire à cette succession réelle ou d'opérette, mais derrière cette lignée de princes, il faut bien reconnaître que le royaume d'Araucanie en exil veille sur les Mapuches, ces lointains descendants des Indiens d'Araucanie qui ont fait roi Antoine de Tounas. Le royaume ne revendique aucun territoire, n'a évidemment pas la moindre volonté de réinstaller un roi sur le trône d'Araucanie-Patagonie, mais en maintenant fictivement l'existence d'un royaume et en gardant mémoire des souverains successifs, l'Araucanie-Patagonie souhaite mettre un coup de projecteur sur les discriminations dont les Mapuches font l'objet aujourd'hui. Ils le font notamment à travers leur ONG Hospice Stella, reconnue par les Nations Unies depuis 2013, qui apporte un soutien financier et matériel aux Indiens sur place. Mais Aurélie-Antoine a également une autre postérité qui est littéraire, onirique, poétique et romantique. On la doit au romancier Jean Raspail, l'explorateur, écrivain et défenseur des causes perdues, découvre cette histoire extraordinaire au hasard de l'un de ses voyages et de nombreuses rencontres. Quelle belle matière pour un romancier. En 1976, dans un très beau livre, Le Jeu du roi, il décide d'inventer un successeur au roi de Patagonie. Son roman fait appel au rêve, à l'utopie et à l'insouciance de l'enfance. Jean Raspail, décidément tombé sous le charme d'Antoine de Tounas, reprend la plume pour raconter l'épopée romanesque de ce roi de l'au-delà des mers. Son livre, Moi, Antoine de Tounas, roi de Patagonie, est couronné par l'Académie française qui lui décerne son grand prix du roman en 1981. À la fin du livre, Jean Raspail déclare avoir reçu du cimetière de Tourtoirac ses lettres de créance, le désignant consul général de Patagonie. Depuis cette date, Jean Raspail n'a eu de cesse de recevoir des demandes de naturalisation en vue de devenir sujet patagon. Ce jeu du roi, qui est un jeu de l'esprit, un jeu sérieux, deviendra pour les Patagons une seconde patrie, une patrie refuge, une terre de rêve et de réalité quand la leur les déçoit. Depuis sa création, ce sont plus de 4000 Patagons plus ou moins actifs, parmi lesquels l'essayiste et académicien André Frossard, l'explorateur du Grand Nord Paul-Émile Victor, le chef d'état-major des armées, l'amiral Édouard Guillot, le président de l'Académie Goncourt, Didier Descoings, l'écrivain Michel Déon, le comédien et professeur d'art dramatique Jean-Laurent Cochet, Michel-Édouard Leclerc ou Sylvain Tesson, mais des journalistes, des avocats, des militaires, des médecins, des artistes qui ont rejoint le royaume de Patagonie et qui sont présents un peu partout sur la planète.
Chaque année, pour la fête nationale que nous célébrons le 20 novembre, date anniversaire de la réunion de la Patagonie au royaume d'Araucanie, nous faisons flotter les couleurs du royaume là où nous sommes et levons notre verre à la santé d'Antoine de Tounens qui règne pour l'éternité sur la Patagonie. À date irrégulière, un bulletin est publié recensant les actions et exploits des Patagons. Des photos montrent le drapeau bleu-blanc-vert qui flotte sur les plus hauts sommets et monuments du monde, sur toutes les mers du globe et dans les contrées les plus éloignées ou seulement chez soi. Ici, c'est en Patagonie, c'est Cap Horn. Et là, on va dans les airs. Et un annuaire diplomatique recense les noms et attributions de ces Patagons. Depuis la mort du consul général en 2020, le royaume est placé sous l'autorité bienveillante d'un ami, d'un chancelier, François Tully. Depuis une trentaine d'années, je suis donc vice-consul de ce royaume imaginaire, et c'est à ce titre, mais aussi comme ami du royaume d'Araucanie, que j'ai souhaité vous faire partager l'histoire du roi Aurélie-Antoine Ier. Je m'appelle François Lécuyer, je suis versaillais, écrivain. Bien que ce n'était pas mon premier métier, j'ai été économiste, j'ai fait ma carrière à l'INSEE dans les organisations internationales. Puis depuis 10 ans, je me suis lancé dans une nouvelle vie. J'écris des romans, notamment beaucoup inspirés par les histoires du Cotentin. Et ce soir, je vais vous raconter l'histoire d'Émile Dérault, originaire du Cotentin, originaire de la ville de Coutances. Ma maison est à quelques kilomètres de Coutances. Émile Dérault, donc, 1843-1916, des 12 dunes du Cotentin à la sauvage Pampa argentine. Vous voyez ce personnage, beau personnage, qui va jouer un rôle assez important en Argentine. Il y a des points communs avec Antoine de Tounens, mais je crois qu'ils ne se sont pas connus. Mais comme vous voyez leur date de leur vie, il y a une forte intersection, et donc ce n'est pas impossible. Mais je crois qu'ils ne se sont pas connus. Ça a été Émile Dérault, un grand aventurier, explorateur de l'Argentine et de la Patagonie. Sa famille a fondé un enracinement au Brésil et en Argentine. Son père est devenu planteur de café au Brésil. Et Émile Dérault a fondé une ville au cœur de la Pampa en Argentine. Au cours de ses pérégrinations au Brésil, en Argentine, il a bâti un lien compassionnel avec les Indiens Mapuche. C'est ce qui l'approche d'Antoine de Tounens. Il a décrit dans de nombreux articles la misère des Indiens, décimés par l'armée, on y reviendra, Antoine en a parlé, la fameuse campagne du désert, la Campagna del Desierto, a été une campagne terrible contre les Indiens Mapuche, conduisant à des massacres. Il est le premier aussi à raconter l'histoire de Locoma, une jeune enfant mapuche qui, comme l'a rappelé au début de son intervention Antoine, a été adoptée par l'ambassadeur de France et sur laquelle je vais revenir. Émile Dérault, donc explorateur, journaliste, écrivain. Son père, François, originaire de Coutances, part sans un sou en poche pour le Brésil en 1815. François était très impressionné par Napoléon et donc complètement désemparé après la chute de Napoléon Ier, part au Brésil. Il fait fortune au Brésil dans l'industrie du café où il met en œuvre en fait les techniques agricoles du Cotentin. Le traitement des pommes, eh bien, il va l'appliquer dans une grande plantation au Brésil. Et il fait fortune et il investit en Argentine. Émile, son premier fils, naît à Rio de Janeiro en 1843. La famille retourne ensuite en France pour les études de ses deux fils, Émile et Geoffroy. Mais Émile retourne en Argentine en 1867, après la mort de son père, pour s'occuper des affaires de la famille.
Et là, il crée un cabinet d'avocats, d'avocats d'affaires. Il voyage beaucoup, du Chaco, qui est le nord de l'Argentine, à la Patagonie, complètement au sud de l'Argentine, de la Plata, qui est la région de Buenos Aires, aux Andes, à l'ouest. Il écrit de nombreux articles dans la Revue des Deux Mondes et dans d'autres revues françaises comme argentines. Voici un extrait d'un article qu'il a écrit dans Le Tour du Monde en 1886, intitulé « Voyage à la Plata ». De la rive de la Plata ou du Paraná, en marchant vers l'ouest jusqu'aux Andes, ou en se dirigeant vers le nord pour atteindre les forêts des régions tropicales, au sud jusqu'au Cap Horn, on trouvera les mêmes formations géologiques, le même tapis sans ondulation, mêmes alluvions, sans une pierre, sans un arbre, ni une montagne, fertile à la seule condition d'avoir été, pendant un temps plus ou moins long, foulée par le bétail, à peu près stérile avant qu'il y ait pénétré. C'est juste un court extrait d'un article très long qui explique au public de la métropole, au public européen, un pays qu'ils ne connaissent absolument pas. Et là, vous avez une description de la Pampa. Vous savez, si vous allez en Argentine, je n'ai pas été, si vous allez en Argentine, c'est la plaine infinie. Voici une image qui a été dessinée pour son article dans la Revue des Deux Mondes par un peintre, un dessinateur, où vous voyez ce qu'est la plaine infinie argentine. C'est drôle parce que je reviens d'un voyage en Tanzanie. La semaine dernière, j'étais en Tanzanie et vous voyez les parcs nationaux, eh bien, c'est comme ça, c'est aussi une plaine infinie avec des milliers de bêtes. Ici, ce sont des vaches, ce n'est pas des éléphants. Émile Dérault donc, a été avocat, entrepreneur et éleveur. Il a donc créé un cabinet d'avocats réputé à Buenos Aires. Et sur les conseils de son frère Geoffroy, il achète en 1883 10 000 hectares dans la Pampa. Vous savez, dans la Pampa, à l'époque, on n'achetait pas quelques hectares. 10 000, c'était une unité de base. Il achète 10 000 hectares dans la Pampa. Son frère Geoffroy, vous le voyez sur la droite, Geoffroy, lui, est resté toute sa vie en Argentine. Il est devenu un écrivain très célèbre en Argentine. Et c'est un peintre très connu argentin qui a fait ce portrait, où il ressemble beaucoup à son frère Émile. Et donc, Émile crée une exploitation de bétail qui s'appelle Las 10 Lagunas, les 10 lagunes. Il y amène le chemin de fer, grâce à ses contacts à Buenos Aires, dans le gouvernement. Il y amène le chemin de fer, il construit une gare. Vous voyez une image en dessous, là, la gare de Dérault, peinte par la présidente du comité de jumelage entre Dérault et Coutances. Parce que vous voyez, cette ville qu'il crée, cette gare qu'il crée, va porter son nom. Et aujourd'hui, la ville de Dérault compte 15 000 habitants. Et elle est jumelée avec Coutances, sa ville d'origine. Il meurt à Paris en 1916, mais demande à être enterré dans son village natal, Nicore, qui est juste à côté de Coutances, le berceau de la famille Dérault. Le contexte, lors de sa présence en Argentine, est un contexte d'une extrême violence. La Campagna del Desierto, 1869-1880. Et je vais vous lire un texte du président de l'époque de l'Argentine, Domingo Faustino Sarmiento, président de la République d'Argentine 1868-1874, pour vous faire comprendre l'état d'esprit des Argentins face aux Mapuche. Nos écrivains ne doivent pas insister sur notre cruauté envers les sauvages américains. Maintenant comme avant, ce sont des ennemis en race, culture et civilisation. Nous voulons être débarrassés de la question sociale indigène parce que nous ressentons, sans le nier, une répugnance jusqu'au sang
et invariable envers eux. Ils ne sont rien d'autre que des Indiens puants. Je voudrais les pendre tous dès aujourd'hui, si l'occasion se présente dans une guerre. Et bien la guerre, elle a eu lieu. C'est la campagne du désert, dirigée par le futur président de la République argentine, Julio Roca. Un autre texte d'Émile Dérault, qui traduit son lien compassionnel avec les Mapuches, dans la Revue des Deux Mondes en 1877. Toute tentative violente de faire pénétrer les mœurs européennes entraînera la ruine de ceux qui sacrifieront, sans avancer d'une heure, la conquête des territoires pampéens et patagoniens qui, l'Indien disparu, resteront dépeuplés et ne seront pas conquis, faute d'offrir à la race blanche les conditions d'habitat qu'elle exige. Mince profit qui ne saurait excuser la destruction d'une race humaine, il serait injuste autant que nuisible d'arrêter dans l'accomplissement de sa destinée. Ces phrases en rouge, il faut bien comprendre qu'à l'époque, à Buenos Aires, dans les milieux de l'élite qu'il fréquentait, c'était une hérésie. Parce que les Indiens, il fallait les éliminer. Autre texte, dans Voyage à la Plata, le Tour du monde 1886. Cependant, si ce retour offensif des Indiens fut une terrible protestation contre la violation du droit de propriété dont ils étaient les victimes, il fut la dernière. À quelque temps de là, une campagne terrible fut entreprise. On creusera un fossé de 50 lieues de long, peut-être insuffisant pour arrêter les cavaliers mapuches, mais assez large pour arrêter les troupeaux qu'ils seraient parvenus à voler. C'était la famine imposée aux tribus. Les effets furent prompts et terribles. Quand l'armée entra dans le désert, les femmes et les enfants accouraient, affamés, se livrant aux soldats, soumission qui devait précéder de peu les capitulations de tous les caciques, rendant leurs armes pour revoir leurs compagnes et leurs enfants. Combien peu d'entre eux les ont retrouvés. Et alors là, je viens à ce qui est ma partie de cœur. C'est que Émile Dérault va être le premier à raconter l'histoire merveilleuse de Locoma. Locoma, c'est une petite fille mapuche que vous voyez sur la droite, tirée d'une photographie, un dessin tiré d'une photographie. Elle avait 5-6 ans, on ne sait pas très bien, parce qu'il n'y avait pas de registre d'état civil chez les Mapuches. 5-6 ans quand elle a été adoptée. Et voilà ce qu'il écrit. L'une d'elles émerge du rang de ses congénères, seule d'entre tous, elle est connue de quelques salons parisiens, parce qu'une fois qu'elle a été adoptée, la famille de l'ambassadeur de France, le comte de Chailly, va l'éduquer comme une jeune fille de la haute société. Cette jeune fille de cacique vaincu, tuée sans doute, séparée des siens, a eu la bonne fortune d'émouvoir la compassion d'une Parisienne de haut rang, de cœur plus élevé encore, la comtesse Amelot de Chadus. Le comte Amelot était alors ministre de France à Buenos Aires. L'enfant fut recueilli à la légation. Par sa tendresse reconnaissante, elle sut s'attacher toutes les affections. Elle a pour nom Locoma. Voici un texte assez extraordinaire que lors de l'écriture du roman que j'ai fait sur l'histoire de Locoma, on a trouvé avec un historien local de Coutances, dans les archives de l'ambassade de France à Buenos Aires. Je ne vais pas vous lire l'espagnol sur la droite, mais la signature en bas, c'est Julio Roca, président de la République d'Argentine, en 1884. Et il dit quoi? Je certifie que l'indienne Locoma est, selon les lois indigènes, la fille légitime d'un frère du cacique Rencocura, un des chefs des tribus de la Pampa. Je signe cette déclaration en tant que commandant en chef de l'expédition au Rio Negro, acquis de droit le 2 janvier 1884, Julio Roca, qui a été commandant donc de la campagne du désert et ensuite président de la République d'Argentine. Alors pourquoi ça est important? Parce que c'est un indice qui montre que l'ambassadeur de France
a voulu savoir quelle était l'origine de la fille qu'il a adoptée. Et Julio Roca lui dit là que finalement, il a adopté une petite princesse mapuche. Et cette histoire a inspiré le roman que j'ai écrit autour de Lokoma. Alors Lokoma, j'ai changé son nom parce que j'ai écrit un roman, n'est-ce pas? Et comme vous allez voir que Lokoma a eu une descendance en France, parce que j'écrivais un roman, j'ai changé le nom parce qu'il y a des gens de la famille qui existent encore, descendants de Lokoma, et donc pour ne pas les gêner, je les ai rencontrés, hein, ils n'ont rien contre moi, mais pour ne pas les gêner, j'ai changé le nom. Mais Amaike, c'est un prénom mapuche aussi. Et voilà le livre. Et ça, c'est la version en espagnol, publiée à Buenos Aires. Tout à l'heure, vous aurez l'occasion, si vous le voulez, d'avoir la version française. Vous êtes en 1878 à Buenos Aires, en pleine campagne du désert. L'ambassadeur de France et son épouse assistent à un défilé de pauvres indiennes qu'on emmène dans une réserve. Et là, il y a une chose miraculeuse qui se produit. Une petite orpheline, Amaike Lokoma, se détache du groupe et va se réfugier dans les jupes de l'ambassadrice, laquelle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle l'adopte, elle l'éduque comme une jeune fille de la haute société. Lokoma va même aller au couvent des oiseaux, à Paris, qui était le pensionnat chic pour les jeunes filles à l'époque. Et un jour, cette famille va se rendre à Granville, qui était devenue une station balnéaire à la mode. Et je ne vous raconte pas la suite. Mais vous allez l'imaginer, enfin, vous allez la comprendre. La suite de cette histoire merveilleuse, tragique et sombre en Argentine, hein, parce qu'on était en pleine campagne du désert, elle a vécu des choses terribles. Et conte de fées de l'autre côté de l'océan. À noter que Antoine de Tounens apparaît 2 fois dans mon livre. Hein. Voilà. Donc c'est un peu la relation. Et d'ailleurs, grâce à cette apparition dans mon livre, que j'ai rencontré Antoine, qui n'est pas de Tounens, mais qui est de Fontréau. Que j'ai rencontré Antoine, s'il m'a contacté, il m'a dit, c'est extraordinaire, voilà, je m'intéresse à Antoine de Tounens, et il est dans votre roman. Bon, c'est un personnage, disons, secondaire, hein, mais quand même, je crois. Antoine m'a dit que la manière dont je l'ai fait intervenir était satisfaisante, hein, du point de vue des Patagons. Ça va, il est un plus mature, c'est bon. Voilà encore Lokoma, vous voyez, peint par un peintre, alors qu'elle est âgée, elle est déjà peut-être mariée, hein, mais vous voyez qu'elle porte un peu des vêtements mapuche. Et moi, ce qu'écrit Émile Dérault, les soins éclairés dont elle a été l'objet, l'éducation qu'elle a reçue et qui en fait une grande personne de 15 ans, parlant 4 à 5 langues, donnent à la science anthropologique un démenti, en faisant de la petite fille d'une race primitive que l'on croyait incapable de comprendre et de recevoir notre civilisation, une jeune fille digne de la personne qui l'a si supérieurement dirigée et du milieu où elle a été élevée. Vous voyez l'interférence qu'il fait là sur la race primitive. Parce qu'à l'époque, à la fin du XIXe siècle, c'était la grande époque des médecins anthropologues qui définissaient ce que c'étaient les races et qui, par la taille du cerveau, disaient qu'il y avait des races plus élevées que d'autres. Et donc, pour eux, une petite mapuche ne pouvait pas devenir une jeune fille de la haute société. Mais elle est devenue. Et voilà. Eh bien, Émile Dérault et Lokoma vont être réunis sans le savoir. Lokoma aura 7 enfants. Elle va mourir en 1910 en donnant naissance au 7e. Elle va mourir à Hanoville, où il y a ce château où elle a vécu, parce qu'elle s'est mariée avec un Georges Michel d'Hanoville. Hanoville, c'est à côté de Coutances, entre Granville et Coutances. Et vous voyez la plaque dans le cimetière d'Hanoville. Lokoma Melo Chayou, épouse de Georges Michel d'Hanoville, née en 1874 en Patagonie, décédée au château d'Hanoville le 2 avril 1910. Et vous avez
en dessous la plaque d'Émile et Geoffroy Dérault, fondateurs de la ville de Dérault, Argentine, une plaque qui a été donnée à Nicore, au cimetière de Nicore, à côté de Coutances, autour de la tombe d'Émile. Geoffroy, lui, il est enterré en Argentine, mais Émile, il est enterré à Nicore, à côté de Coutances. Et ce qui est extraordinaire, c'est que je pense que Émile n'a jamais su que Locoma est enterré à 15 km de lui. Et je pense que dans l'autre monde, peut-être, ils sont réunis sans ça, maintenant. Et pour terminer, voici une image assez extraordinaire, hein, qui est l'image de Jean Raspail lors d'un séjour à Hannoville, dans le château que vous venez de voir. Il est venu voir, à sa gauche, vous avez Pierre de Castellane, qui était le propriétaire à l'époque, malheureusement il est mort maintenant, mais c'est ses neveux qui possèdent le château, Pierre de Castellane, qui l'avait invité. Pourquoi il avait invité Jean Raspail à Hannoville? Parce que sur la droite de Jean Raspail, vous avez Béatrice de Ponfilly, qui est l'arrière-petite-fille de Locoma. Et j'ai fait un événement avec la mairie de Coutances, il y a 2 ans, autour de l'histoire de Locoma. Il y a eu 150 personnes qui sont venues, on a visité son château, ça s'est terminé par une soirée de tango. Et il y a eu des conférences autour de l'histoire de Locoma, et qui est venu? Béatrice de Ponfilly. Et je peux vous dire, on ne le voit pas très bien sur cette photo, mais que quand elle rentre dans la salle, on sait qu'elle a du sang dans la bouche. Ça se lit sur son visage. Et voilà, je vous remercie de cette...